Vous êtes donc Morgan Zimmerman, le CEO de NetVibes chez Dassault Systèmes. Juste d'un mot, nous préciser NetVibes chez Dassault Systèmes, et puis après on va entrer dans le Alors détail. NetVibes, c'est une des 12 marques de Dassault Systèmes. C'est la marque qui porte l'IA et la data chez Dassault Systèmes. Et ben voilà. Alors, on croit tous connaître Dassault Systèmes, et notamment quand on a échangé pour préparer cette keynote, je croyais en faire partie. Mais c'est vrai que quand vous m'avez vraiment bien expliqué la place que vous avez dans le monde industriel, on se dit que vous êtes encore plus présent que ce qu'on peut imaginer. Vous êtes un vrai partenaire des industriels mondiaux, en l'occurrence. Merci, je prends ça pour un compliment. Ça l'est. Mais effectivement, je crois qu'on peut dire qu'on est un acteur de l'industrie. J'ai mis quelques-uns des grands logos sur l'écran, mais on a plus de 370 000 clients dans le monde qui imaginent, fabriquent, opèrent des produits industriels avec les solutions de Dassault Systèmes. Alors on est évidemment très connu pour ce qu'on appelle les industries manufacturières. L'aéro, évidemment, l'automobile. On est un peu moins connu pour les sciences de la vie. Et pourtant, à peu près la moitié des médicaments dans le monde sont fabriqués avec des technologies Dassault Systèmes, en tout cas sont imaginés, ou on a une contribution dans l'imagination de ces médicaments, ou la moitié des essais cliniques dans le monde sont réalisés avec des technologies de Dassault Systèmes. Idem dans le monde des infrastructures. On est aussi assez fiers de servir ce que nous on appelle les shakers, les gens qui tirent des enjeux technologiques nouveaux. Donc le top 10 par exemple des fabricants de robots humanoïdes le font avec Dassault Systèmes. 90% des voitures électriques dans le monde sont fabriquées, imaginées et designées avec les technologies de Dassault Systèmes. Ça tire les contraintes dont parlait Christophe juste avant, de la voiture définie par le logiciel, par exemple. 80% du nouveau nucléaire. Ça tire des contraintes de modélisation scientifique hors normes et de passage à l'échelle. Quand on fait le jumeau virtuel d'une centrale nucléaire, on gère des milliards d'événements. Voilà, c'est ça les ordres de grandeur. On avait envie, nous, de partager aujourd'hui quelques convictions. Des convictions d'abord sur ce qu'on appelle l'économie générative. L'économie générative, pour nous, c'est la convergence entre l'économie de l'expérience d'une part, on ne vend plus une voiture, on vend un service de mobilité, et les enjeux de circularité. C'est ce qu'on met derrière l'économie générative. Et pour servir l'économie générative, nous on croit que c'est un monde dans lequel on a besoin de faire cohabiter ce qu'on appelle le V et le R. Alors, je vais peut-être l'illustrer parce que ce serait pas mal, oui. C'est pas forcément intuitif. Le V, c'est les mondes virtuels et le R, c'est les mondes réels. Et en fait, on pense que pour gérer la complexité des produits dont on a parlé avant, dans un enjeu d'économie générative, il faut pouvoir faire cohabiter les mondes virtuels dans lesquels on apprend, dans lesquels on simule, dans lesquels on modélise, les mondes réels dans lesquels on capture tout ce qui se passe. Et cette combinaison-là est extrêmement puissante. Et je vais essayer d'en parler. C'est donc une combinaison, si je comprends bien, des sciences d'une certaine manière et des data sciences, et c'est ça qui crée les leviers de demain. C'est ça l'idée? Oui, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, je vais insister un peu là-dessus parce qu'on parle beaucoup d'IA. Et donc l'IA, c'est les data sciences. Alors on peut débattre de est-ce que les data sciences, c'est de la science ou pas de la science. On va éviter ce débat-là parce que c'est... Oui, on n'a que 15 minutes, hein, parce que là, c'est un peu... ça pourrait prendre un peu de temps, mais quand même un point de conviction très fort. Nous, on croit vraiment que c'est la combinaison des sciences et des data sciences qui sont utiles. Alors les sciences, on appelle ça le monde de la représentation, nous, parce que c'est les lois de la physique. C'est est-ce qu'on sait simuler ce qui va se passer sur une voiture en cas de crash test, est-ce qu'un avion va voler, pas voler, à tous les niveaux, les effets d'échelle, à l'échelle du produit, mais aussi à l'échelle nanocellulaire ou l'échelle de la matière. Ça, c'est la science, le monde de la représentation. Puis de l'autre côté, vous avez le monde de l'observation. J'appelle le monde de la data science le monde de l'observation parce que fondamentalement, on apprend à partir des données qu'on capture sur les différents capteurs, que ce soit vos yeux, les images, la 3D, l'IoT, etc. Pourquoi c'est important les deux? Alors c'est là que ça devient intéressant. Ça l'était déjà avant. Hein. Oui, soit. Mais pourquoi les deux ensemble, c'est utile? Le monde de la science apporte des trucs très intéressants au monde de la data science. Le premier, c'est qu'il donne des espaces de représentation. En réalité, ce qui est très difficile quand on essaye de faire de la data science, c'est d'avoir des espaces de projection normés, des ontologies sur lesquelles on peut projeter toutes les données pour faire de l'apprentissage. Et ça, c'est ce qu'on a du côté scientifique. La deuxième chose qu'on a, si vous n'en êtes peut-être pas conscient, mais le plus gros problème de la data science, c'est l'accès à la donnée. Les Californiens, ils commencent à stresser parce que figurez-vous que l'Internet se réduit. Non pas parce qu'il réduit physiquement, mais parce qu'il réduit parce que les gens mettent des droits maintenant. On n'a plus le droit d'utiliser tout Internet pour tout apprendre. Donc la quantité de données disponibles pour faire de l'apprentissage gratuitement est en train de se concentrer. Mais si vous y réfléchissez, dans les mondes virtuels, on peut générer des données qui sont réalistes sur des produits qui n'existent pas encore.
Donc on peut générer des volumes de données infinis dans les mondes virtuels en respectant les lois de la physique pour faire des apprentissages sur des produits qui n'existent pas ou sur des conditions d'usage dans lesquelles on n'aurait pas envie de mettre un vrai humain. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et enfin, on peut faire des what-if scénarios à l'infini. Effectivement, tout ça est très intéressant et avec tout un développement du coup de l'IA à destination du monde industriel. Absolument. Et dans la logique de l'IA pour les mondes industriels, il y a 3 points de bascule qui nous paraissent importants. Il y a un premier point de bascule qui est un point de confiance. Parce que si on n'a pas confiance dans ce que l'IA amène, on ne va pas gagner d'efficacité. Et la confiance, pour nous, on l'a parce qu'on amène la conformité, qu'on amène les ontologies scientifiques et qu'on amène la maîtrise des corpus sur lesquels on fait effectivement l'apprentissage. Il y a un point de science dont on vient de parler à l'instant, et il y a un point de dimension industrielle de l'IA. Quand vous travaillez dans des industries régulées, utiliser de l'IA, c'est un peu pénible. Parce que comment vous faites pour certifier un médicament ou pour certifier un avion si vous avez pris une partie de vos décisions avec de l'IA, si vous ne savez pas tracer quelle était la version du modèle qui a été utilisée à un moment donné, qui avait appris sur quelles données et avec quels éventuels biais. Donc il faut une logique d'industrialisation de l'IA et de traçabilité extrêmement fine si vous voulez passer à l'échelle, notamment dans les industries régulées. C'est une sorte de personnalisation de l'IA en fonction des besoins des uns et des autres. Alors il y a de la personnalisation et il y a du lineage très fin pour de la traçabilité. Du coup, si j'ai bien compris, dans ce nouveau monde là, augmenté par l'IA dont vous nous parlez, la différenciation vient finalement du fait de rendre la compétence implicite, utilisable, actionnable, intelligente, quoi. Et ben oui, c'est exactement ça. Et on peut illustrer ça. Illustrons. On peut illustrer ça. Vous savez, vous avez accès tous, au travers de ChatGPT, à une connaissance inouïe et infinie. Bon, ça c'est super. Enfin, ce n'est pas cette connaissance-là qui fait la différenciation unique dont parlait Christophe Périllat un peu plus tôt. Ce n'est pas ça qui fait la différence de nos grands clients industriels. La connaissance de nos grands clients industriels, en fait, elle est implicite aujourd'hui. Elle est cachée dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans d'histoire, de design, de documents, de process. Ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est on a pris plusieurs configurations de voitures et on a dit, est-ce qu'on peut reconstruire, régénérer, le mot régénérer est intéressant, le modèle système d'une voiture. Donc là, imaginez, vous êtes un nouvel ingénieur qui rentre chez un constructeur automobile et on peut apprendre de 30 ans d'histoire pour reconstruire le modèle système d'une voiture. Et on fait ça en utilisant des analyses de similarité, des analyses sémantiques, des analyses de relations entre les pièces, des analyses, voilà, tout un tas de séries d'analyses avec de l'IA. Donc ça, c'est la logique. C'est des fleurs finalement le système d'une voiture. Je croirais empêcher le psy là pour. Je ne répondrai pas à cette. À cette attaque basse. Oh, c'est pas mais pour une fois qu'on peut dire que l'IA est esthétique, c'est vrai. C'est pas mal. Donc ça, c'est très important parce que c'est la régénération de la connaissance implicite et l'enjeu, c'est de la rendre explicite. Alors, explicite, ça veut dire quoi? Parce que vous comprenez, là, je viens de prendre de la connaissance implicite et puis je viens de reconstruire un graphe de connaissances actionnable. Mais là, vous voyez bien que c'est esthétique, c'est un joli bouquet de fleurs, mais c'est pas très actionnable. Donc, actionnable, ça veut dire quoi? Actionnable, ça veut dire accessible dans le contexte de la maquette numérique et ça veut dire accessible au travers de ce que nous on appelle des virtuels compagnons. D'autres dans l'industrie appellent ça des agents. Sur l'agent de gauche, là, vous ne voyez pas bien ce qui est en train de dérouler, mais sur l'agent de gauche, c'est très intéressant ce qui se passe. Vous avez l'utilisateur qui dit « mais comment on fait des points de soudure ?» Et l'agent lui dit bah, « l'état de l'art de l'industrie pour faire des points de soudure, c'est ABC. Mais dans ton entreprise, on fait BCD. » Puis la deuxième étape, il dit « mais comment j'utilise les outils pour faire les points de soudure ?» Eh ben, il va guider comment utiliser les outils. Et la troisième étape, c'est l'utilisateur dit bah, « tu ne peux pas le faire à ma place. » Et comme l'agent comprend le jumeau qui est à l'écran, il peut faire l'optimisation topologique des points de soudure à la place de l'utilisateur, en tout cas en guidant l'utilisateur. Ça, c'est pour ce qui est à gauche. Et à droite, c'est très intéressant aussi. Nous, ce qu'on considère, c'est que le jumeau numérique, c'est l'espace de projection de la donnée. Et si vous y pensez, quand vous avez des données dans plein de systèmes différents, c'est très difficile de les corréler. Mais une fois que vous avez la maquette et que vous reprojetez tout sur le jumeau numérique, bah pour tout le monde, ça devient le Google Maps de la donnée de l'entreprise. Et ça, c'est très, très puissant. Effectivement. Alors, une fois qu'on a dit peut-être tout cela, comment ça s'applique vraiment et de façon peut-être encore plus concrète pour les clients? Est-ce qu'on peut aller dans des exemples peut-être concrets si vous en avez pour nous?
Absolument. Je vais juste faire un dernier point avant les exemples, si ça vous embête pas. Allez-y, non, ça m'embête pas. Vous avez compris probablement au travers de ce que je viens de dire qu'on savait régénérer de la connaissance spécifique industrielle à chacun de nos clients. Et donc normalement, ça doit générer une zone de stress qui est, si ce qui est le plus important dans le monde de l'IA, ce n'est pas les algorithmes, c'est la donnée qu'on utilise et la connaissance implicite qui est cachée dans mes documents, comment je la protège? Et donc en fait, c'est un sujet d'IP. Et nous, ce à quoi on croit, on introduit ce qu'on appelle l'IP-LM, la gestion du cycle de vie de la propriété intellectuelle. Et on pense que ça, c'est un point de bascule très important pour l'IA, parce que c'est ce qui consiste à dire, pour chaque morceau de données qu'on récupère, qui a les droits sur cette donnée-là, qui a la propriété intellectuelle de cette donnée-là, et ensuite de faire de la traçabilité extrêmement fine sur tous les traitements qu'on va appliquer sur cette donnée, pour qu'à tout moment, on soit en capacité de savoir qui a les droits sur la donnée dérivée. Vous développez du coup avec vos clients et vous vous mettez un peu d'accord sur ce qui est acquis d'une certaine manière? Alors, il y a deux choses. Il y a une logique effectivement contractuelle, c'est ce qui est acquis, et donc évidemment. Mais il y a aussi une deuxième chose qui est la puissance technologique qu'on met à disposition de nos clients. Parce qu'on peut considérer qu'il y a le débat d'Assosystème avec nos clients, qui est réglé par ce débat-là. Mais vous savez quoi? Le débat, il existe ici entre nos clients et ses fournisseurs. Quand un de nos clients récupère de la donnée de ses fournisseurs, comment fait-il pour savoir quelle est la part de ces données qu'il a le droit d'utiliser ou qu'il n'a pas le droit d'utiliser pour faire de l'apprentissage? Comment fait-il pour garantir qu'il n'a effectivement pas utilisé les données du fournisseur dans des algorithmes qu'il aurait pu construire? Ou comment fait-il pour garantir le partage de la propriété intellectuelle s'il dérive quelque chose de la donnée de ses fournisseurs ou de ses clients ou autres? Donc la méthode qui consiste à lifecycler la propriété intellectuelle et à faire du lineage extrêmement fin de l'usage de cette propriété intellectuelle pour effectivement être en capacité de savoir à qui appartient le résultat, est un point de bascule, on pense, dans l'IA. Alors maintenant, pour répondre à votre question sur les usages. Sur les cas concrets. Je vous en ai mis, je vais plutôt aller directement à l'écran d'après. Je vous en ai mis plein à l'écran. Je ne vais pas tous les passer, je vais en passer deux tout à l'heure, mais donner quelques points d'illustration. Si on part par le bas à gauche, dans le bas à gauche, on est dans le monde de la recherche. Et là, par exemple, on fait de la simulation avec de l'IA sur des modèles quantiques pour faire de la simulation de nouvelles matières. Et c'est ce qui permet d'imaginer des nouvelles matières, notamment pour les batteries dont on parlait tout à l'heure. Les temps de calcul normaux, quand on veut simuler des nouvelles matières, c'est plutôt des mois de calcul. Là, on tombe à des heures. Ça, c'est pour en bas à gauche. Si vous montez en haut à gauche, là, on est dans le monde du design. Et fondamentalement, ce qu'on dit, c'est qu'on peut faire du génératif 3D. C'est-à-dire qu'on prend un champ de contraintes en entrée et on peut laisser les modèles formuler le design optimum, en tout cas une série de design optimum dans lequel le designer pourra faire son choix. Si vous descendez en bas au milieu, bah là on passe du document au modèle. Nos clients, ils reçoivent de la régulation, ils reçoivent des spécifications, c'est du texte. Et bien on peut passer des textes à des modèles qu'on peut du coup simuler. Si vous passez en haut à droite, là vous avez tous les modèles prédictifs d'expérience. On fait des choses avec Dassault Aviation qui est dans la salle aussi, sur les modèles prédictifs du Rafale par exemple, etc. J'en ai choisi deux pour lesquels je vais essayer de rentrer un peu dans le détail. Et donc je vais vous passer deux démos un peu détaillées. Le premier, j'ai choisi un sujet que je considère un peu d'actualité, qui est la gestion de la volatilité de la supply chain. Et dans la gestion de la volatilité de la supply chain, j'ai pris un sujet en particulier qui est les tarifs. Mais d'une certaine manière, qu'on traite les tarifs, l'augmentation des coûts des matières ou les shortages de composants électroniques ces jours-ci, c'est à peu près le même problème. C'est un problème compliqué parce que pour traiter ce problème-là, il faut avoir à la fois la compréhension de la configuration du produit ou de l'infinité de configurations disponibles, du plan de fabrication, je vais fabriquer quelle configuration à quel moment dans quelle usine, et de la supply chain, j'achète quel composant à quel fournisseur dans le monde qui vient être assemblé dans quelle configuration au travers de quelle usine. Donc il faut cumuler tout ça. Et c'est exactement ce qu'on fait nous au travers des jumeaux virtuels d'expérience. Donc ici ce qu'on va faire, c'est on a pris toutes les configurations, c'est un constructeur automobile qui achète pour 80 milliards de pièces par an. On a pris toutes les configurations, on a modélisé, on a extrait toutes les configurations, toutes les usines, tous les plans de fabrication et toute la supply chain. Là, on commence par une alerte sur un choc de tarifs pour la Chine et l'Inde. En premier assessment, on sait déjà faire une quantification de l'ordre de grandeur. C'est 3,3 milliards d'impact pour ce constructeur automobile. Je vous montrerai après comment on calcule le 3,3 milliards.
La CFO ici qui a reçu l'alerte et qui a constaté qu'il y avait un problème à 3,3 milliards, elle rentre au bureau rapidement. Et une fois qu'elle est arrivée en bureau, elle demande à son agent, son virtual compagnon, de l'aider à lancer le processus de résolution le plus efficace. Et donc là, on va lancer un processus de traitement d'anomalies de supply chain, qui est un processus collaboratif d'entreprise. La première étape de ce process, c'est d'aller voir le patron des achats. Et donc, on va commencer à cascader de manière automatique les différentes étapes, et c'est l'agent qui remplit les différentes étapes. Là, je les montre visuellement parce que ça vous permet de comprendre ce qui se passe. Dans les faits, tout ça est assez automatisé. Pour le patron des achats, la première question, c'est quoi l'impact, les 3,3 milliards? Quel est l'impact à la maille de chaque voiture, de chaque usine? Et donc là, il peut naviguer à la maille de chaque voiture, à la maille de chaque usine sur l'impact des tarifs qui ont été simulés. Et il peut sélectionner les programmes sur lesquels il veut se concentrer. Donc là, il va choisir... Juste sur un sujet comme celui-ci, ouais. Question de béotien, mais parce que typiquement, même nous, on ne comprend rien aux annonces de Trump. Comment votre agent, là, on est quasiment en temps réel? Comment il est capable, lui, de décrypter? Parce qu'il y en a qui disent qu'en ce moment, si on s'arrêtait maintenant par rapport aux annonces de Trump, il faudrait 18 mois pour les transcrire réellement pour qu'on comprenne vraiment ce qui se passe. Comment votre agent... Alors, vous pouvez imaginer ce qu'on a fait comme une sorte de Rubik's Cube qui permet de faire de la simulation et des what-if scénarios à l'infini. Donc fondamentalement, ce qu'on prend ici, c'est on prend des simulations, on peut faire des erreurs sur l'approximation du C50% à telle ou telle condition. Un ordre de grandeur très précis. On applique les codes de douane correspondant au produit et on fait, techniquement, on fait du drag and drop dans l'application de data science pour aller simuler l'impact de ce tarif à tous les niveaux d'échelle, c'est ce que vous voyez dans le reste de la vidéo, à tous les niveaux d'échelle, à l'échelle budgétaire, 3 milliards, à l'échelle de chaque configuration, 4 000, 5 000 euros, à l'échelle de la production de chaque voiture, 100 millions, 200 millions, 300 millions. Ensuite, dans chaque voiture, on descend pour comprendre, voiture par voiture, quels sont chacun des composants qui sont potentiellement affectés, et à la maille du composant, quel est l'impact au niveau du composant. Et ensuite, on utilise encore de l'IA, c'est ce que vous voyez maintenant, pour chaque composant qui est affecté, pour identifier quels sont tous les plans de mitigation qu'on pourrait utiliser pour minimiser la casse. Donc, en gros, est-ce que j'achète au même fournisseur en passant par une autre usine? Est-ce que je trouve un autre fournisseur qui fournit la même chose dans une autre usine? Donc, en fait, l'enjeu ici, c'est un enjeu de vitesse. Pourquoi c'est un enjeu de vitesse? C'est assez marrant, ça. J'ai appris ça avec quelques-uns de mes clients. Là, c'est celui qui a la bonne information avant le petit copain. Il a le temps d'adapter du coup son plan automobile c'est exactement ça. Plus rapidement qu'un autre, quoi. C'est exactement ça. Et dès que vous avez un shortage quelque part, quand vous avez un shortage quelque part, en fait, il reste quelques fournisseurs dans le monde qui ont du stock. Donc c'est le premier qui tire qu'à gagner. Donc c'est surtout s'il tire avant qu'on sache que ça va vraiment augmenter, donc il ne paye pas encore trop cher. Faire. Donc vous, votre rêve, c'est que Donald Trump change tous les jours de décision de taxe, quoi. Non mais Donald Trump, c'est un effet de pointe. Je veux dire, les tarifs, c'est un effet de pointe. Je dirais, il y a 2 ans, c'était pas Donald Trump, il y a 2 ans, c'était le coût des matières premières. Récemment, c'est les composants électroniques de Nexperia et les affaires hollandaises. Donc, très bons articles sur l'usine nouvelle, sur cette pépite. Donc, en fait, Trump, c'est un effet de pointe. Enfin, c'est assez pointu, mais c'est quand même un effet de pointe, ça pique. Mais fondamentalement, ce qu'on voit chez nos clients, nous, c'est que la capacité à modéliser l'impact de la volatilité de la supply chain à tous les niveaux d'échelle, la capacité à le faire en 5 minutes, pas en 5 jours. La capacité à ordonnancer la séquence de traitement, c'est ça qui fait la compétitivité. Voilà. Ça, c'est le premier exemple que je voulais partager. Quand on travaille sur des grands programmes de construction, par exemple des centrales nucléaires, une centrale nucléaire, c'est 50 millions d'assets, 300 km de tuyaux, 1 milliard d'événements, c'est ça les ordres de grandeur. On utilise le jumeau pour projeter toutes les données d'ingénierie, les données de construction, les données d'achat, et pour avoir un seul référentiel sur l'intégralité des données des programmes. Ensuite, le compagnon ici, ce qu'il vous aide à faire, c'est qu'il vous aide à identifier les signaux faibles. Tiens, dans mon programme, c'est quoi le point d'attention sur lequel je devrais être concentré aujourd'hui? Et évidemment, non seulement il vous donne le point d'attention, mais il vous donne tous les éléments, les paramètres. Ici, il y a une pompe qui n'est pas disponible. Il vous donne tous les éléments et tous les paramètres sur la pompe. Une fois encore ici, l'agent va vous aider à orchestrer la séquence d'action qu'il faut déclencher pour résoudre le problème. Dans le déclenchement de cette séquence d'action, on va utiliser encore des séries de modèles d'IA. Par exemple, un de mes modèles préférés, c'est un modèle de deep learning, ici c'est ce que vous voyez en bas à gauche, qui fait du calcul de similarité d'incidents. Et qui va dire, tiens, c'est ton problème là, c'est pas la première fois que tu l'as, ça fait 4 fois que tu as le même problème. Donc, 1, tu n'as pas appris, bon, on reviendra là-dessus plus tard. Et 2, à chaque fois qu'on a eu ce problème-là, la seule façon de le résoudre, c'était de commander une nouvelle pompe. On sait à tout moment
orchestrer des conversations. C'est important. Vous savez, dans ces trucs-là, il y a beaucoup d'experts qui parlent. Les experts, ça parle beaucoup. C'est mieux quand ça écrit. Mais c'est encore mieux si quand ça écrit ou ça parle, ce qu'ils écrivent est capitalisé. Parce que finalement, ce qui permet aux agents d'être performants la fois d'après, c'est qu'on a créé de la connaissance nouvelle. Bien sûr. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé dans les écrans que vous avez vus ici. C'est on a connecté les experts à certaines des étapes, on a capitalisé tout ce que les experts ont dit, et ensuite on va utiliser ce qui a été dit pour déclencher la commande de la bonne pompe directement dans SAP, sans jamais avoir à se connecter à SAP. Pourquoi j'avais envie de vous montrer ça? Parce que toujours dans ces logiques d'efficacité, à la fin, ce qui compte, c'est si vous vous imaginez que vous êtes un utilisateur, un chef de projet, que ce soit un chef de projet sur un programme avion, sur un programme auto ou sur un programme d'infrastructure, c'est vous n'avez plus qu'un point d'accès à toute la donnée, c'est le jumeau. Oui. Vous ne vous connectez pas à 50 systèmes pour comprendre ce qui se passe. L'IA va vous aider à naviguer la complexité, à trouver les signaux faibles. Vous allez pouvoir coordonner, orchestrer les séquences d'action entre des équipes pluridisciplinaires qui transcendent l'organisation. Et tout ça sans jamais passer par le mail, par PowerPoint ou par je ne sais trop quel... Et dans des groupes mondiaux en parlant une langue par ailleurs unique. Et comme ça, tout le monde a l'information. Je crois qu'on peut vous applaudir, Morgan Zimmermann de NetVibes. Merci. Dassault Systèmes, un grand merci.